Nous sommes au XIVe siècle. Le vent souffle sur les remparts de Nantes. Les mers de Bretagne sont en furie et les trahisons se multiplient. Dans ce monde d'hommes, une femme va surgir. Une femme qui, poussée par la douleur et la vengeance, va défier des rois, lever des armées et devenir la terreur des marins français. Cette femme, elle s'appelle Jeanne de Clisson et on va la surnommer la Lionne de Bretagne. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, je suis ravi de vous retrouver. J'ai écrit et je vous narre ce podcast qui a été mixé par Sébastien Girard. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous retrouver sur Patreon. Alors, vous le savez, ce podcast de La Petite Histoire est fait absolument gratuitement, mais Patreon, c'est une possibilité pour vous de nous soutenir avec un abonnement à moins de 5 € par mois, avec également quelques petits bonus que nous vous offrons dans cet abonnement, histoire que vous fassiez partie de la grande famille de La Petite Histoire. Et puis sinon, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des étoiles également pour nous aider sur les plateformes de podcast comme Spotify et Apple Podcast. On vous attend et plus vous êtes nombreuses et nombreux à nous laisser des commentaires, plus nous sommes visibles sur ces plateformes d'écoute. Allez, sans plus tarder, direction la Bretagne. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. Nous sommes au début du XIVe siècle. L'Europe occidentale est une mosaïque de seigneuries, de duchés et de royaumes dont les alliances changent au gré des mariages, des héritages, mais aussi des ambitions des uns et des autres. Et on va bien le voir dans cet épisode. Alors en Bretagne, une terre à l'identité forte, les paysans travaillent de petites parcelles. Des parcelles qui sont soumises à des seigneurs locaux qui se disputent sans cesse la moindre portion de pouvoir. Faut bien voir que c'est un monde dur. Les routes sont mauvaises, boueuses la plupart du temps, elles sont peu sûres. Il y a des bandes armées qui sillonnent les campagnes, des pillards qui attaquent les villages. Et la justice royale, on peut dire qu'elle est lointaine, presque abstraite pour ces populations. Mais derrière cette tension locale se cache une réalité bien plus vaste. Le conflit qui oppose bientôt les deux plus grandes puissances du temps, à savoir le royaume de France contre le royaume d'Angleterre. Parce qu'au même moment, une guerre qui va durer plus d'1 siècle s'apprête à éclater. La guerre de 100 ans. Laissez-moi vous parler de Jeanne. Jeanne naît aux alentours de 1300, sous le nom de Jeanne de Belleville. Jeanne est issue d'une famille noble du Poitou, dans la région de Belleville-sur-Vie, non loin de Nantes. Son père, c'est Maurice de Belleville. Lui, Maurice, c'est un seigneur local. Maurice va mourir malheureusement prématurément et il laisse donc sa fille héritière de plusieurs terres, dont Belleville, mais aussi Montaigu. Cela fait de Jeanne une partie convoitée sur l'échiquier matrimonial et politique de la région. L'enfance de Jeanne va donc se dérouler dans un château fortifié, un château qui est austère mais qui est solide, comme c'est souvent le cas à l'époque. Et Jeanne va apprendre non seulement à tenir son rang de propriétaire, mais aussi à administrer des terres et à commander des gens. Parce que dans ces familles, on forme très tôt les enfants à la responsabilité. Alors dès l'adolescence, Jeanne comprend qu'elle va devoir être forte, mais aussi stratégique et résiliente pour éviter les écueils. Jeanne a désormais 12 ans et elle est mariée pour la première fois. C'est la coutume dans l'aristocratie de marier les jeunes filles très tôt. Des mariages précoces qui servent avant tout à sceller des alliances politiques et à transmettre des terres. Alors l'époux de Jeanne, il se prénomme Geoffroy VIII de Châteaubriand. Il est un seigneur breton. Jeanne part donc le rejoindre, elle vit auprès de lui désormais dans un nouvel environnement. Et ensemble, ils vont avoir 2 enfants. Mais en 1326, le destin frappe et Geoffroy meurt prématurément, laissant ainsi Jeanne veuve à seulement 26 ans. 2 ans plus tard, Jeanne va se remarier. Cette fois, c'est un mariage avec Guy de Penthièvre, qui est héritier de la maison de Penthièvre. Ce mariage est toutefois rapidement annulé par décision papale, sans doute sous la pression de puissants intérêts politiques. Alors, Jeanne se retrouve à nouveau seule, mais toujours au cœur des jeux d'alliance de la noblesse bretonne. En 1330,
Jeanne épouse un homme dont le nom va rester lié au sien. Il s'agit de Olivier IV de Clisson, seigneur de Clisson. Olivier est un puissant baron breton. Leur union est solide. Leur château de Clisson est impressionnant et leur famille va rapidement s'agrandir. Ensemble, Olivier et Jeanne vont avoir 5 enfants. Et pour la première fois, Jeanne semble avoir trouvé une certaine stabilité. Elle est désormais respectée dans les cours bretonnes et elle mène une vie de grande dame, entourée de richesses, mais aussi d'influence. C'est une période de bonheur pour Jeanne et pour Olivier, mais cette période ne va pas durer très longtemps. En 1341, tout va basculer. Le duc de Bretagne, Jean III, meurt sans héritier direct. Alors, 2 prétendants se disputent désormais le duché. D'un côté, Charles de Blois. Charles de Blois, il est soutenu par le roi de France, Philippe VI. Et de l'autre, Jean de Montfort, qui, lui, est soutenu par le roi d'Angleterre, Édouard III. Ce conflit, appelé la guerre de succession de Bretagne, va ensanglanter la région, et ce pendant plus de 20 ans. Olivier de Clisson prend alors parti pour Charles de Blois, et donc, vous l'avez compris, pour la France. Mais les campagnes sont dévastées, les villes assiégées et les paysans ruinés. La Bretagne devient alors le théâtre d'une guerre fratricide. 1 an a passé, nous sommes en 1342 et Olivier de Clisson est capturé. Capturé par les Anglais lors du siège de Vannes. Effectivement, le soutien d'Olivier de Clisson pour le royaume de France n'a pas plu aux Anglais. Sauf que curieusement, Olivier de Clisson va être libéré rapidement contre une rançon ridiculement faible. Ça, c'est un détail qui va intriguer. À la cour de France, les rumeurs commencent donc à courir très vite. On se demande comment un seigneur d'une telle importance a pu être libéré aussi facilement. Alors beaucoup soupçonnent une trahison. Charles de Blois lui-même finit par douter de son allié et alerte le roi Philippe VI. C'est donc dans une atmosphère de suspicion et de méfiance que le 2 août 1343 est signée une trêve à Paris. Une trêve entre Français et Anglais. Alors un tournoi doit célébrer cette paix retrouvée. Olivier de Clisson est invité à assister à ce tournoi. Oui, sauf qu'en réalité c'est un piège. Et donc arrivé sur place, Olivier est arrêté, il est jugé en secret et il est rapidement condamné à mort pour trahison. Et sa sentence va se vouloir exemplaire. On veut sa tête et on l'aura, puisque sa tête est tranchée et envoyée à Nantes, où elle est exposée sur une pique au sommet de l'une des portes de la ville. Pour Jeanne, vous l'imaginez, la tristesse mais aussi l'humiliation sont totales. Lorsque Jeanne apprend cette nouvelle, elle se rend donc à Nantes avec ses enfants. Et elle y voit de ses propres yeux la tête de son mari, fichée au-dessus des remparts. Alors Jeanne ne s'effondre pas, elle ne crie même pas, mais elle va jurer vengeance. Elle va même promettre à ses enfants qu'il y aura vengeance. Jeanne décide donc de vendre ses terres et avec l'argent dont elle dispose, elle finit par rassembler une troupe. Elle recrute des mercenaires, des chevaliers sans maître, des bannis. Et ensemble, ils vont décider de mener une guérilla féroce contre les garnisons françaises. Alors les chroniques racontent que Jeanne entre dans les forteresses par ruse, extermine les soldats et laisse volontairement quelques survivants derrière elle, histoire que ces survivants répandent la terreur en racontant ce qu'ils ont vu. Bon, quoi qu'il en soit, très vite, Jeanne est déclarée hors la loi par le roi de France. Et ses biens sont confisqués. Mais Jeanne a franchi un point de non-retour, vous l'avez compris. Jeanne est donc poursuivie, elle est menacée. Alors elle va trouver refuge en Angleterre. Et là-bas, elle va rencontrer le roi Édouard III. Le roi l'écoute. Il est impressionné par sa détermination et par son histoire. Alors il accepte d'aider Jeanne et il met à sa disposition des navires, des équipages, ainsi que des armes. Jeanne transforme alors ses navires en instruments de terreur. Elle fait peindre ses bateaux en noir, avec des voiles rouges, sang. À leur tête, son vaisseau amiral, qu'elle baptise d'un nom sans équivoque, Ma Revanche, My Revenge. L'objectif de Jeanne est simple. Elle veut traquer les navires français. Elle veut massacrer les équipages français. Et elle ne veut laisser que des témoins pour entretenir sa réputation.
Très vite, le nom de Jeanne devient une légende des mers. Tout ça va durer 13 ans. Pendant 13 années, Jeanne va écumer les côtes françaises. Chaque navire battant pavillon de France est désormais pour Jeanne une cible. Les attaques de Jeanne et de ses équipiers sont rapides, brutales, implacables. Et les survivants racontent l'horreur. Ils racontent l'arrivée des pirates qui finissent par tuer les marins au fil de leur épée. Ils racontent également l'ombre des voiles rouges surgissant à l'horizon. En 1346, Jeanne va jouer un rôle stratégique en ravitaillant des troupes anglaises lors de la bataille de Crécy. Mais, vous le savez, la mer est toujours imprévisible. Si bien qu'une tempête, un jour, se fait sentir. Elle arrive, une tempête terrible qui frappe. Et Jeanne, ce jour-là, elle est en mer avec 2 de ses fils. Leur navire est alors détruit par cette tempête. Les 2 fils, ainsi que Jeanne, dérivent donc désormais sur une barque, sans eau, sans nourriture. L'un des fils, c'est Guillaume. Il va finir par mourir dans les bras de sa mère, Jeanne. L'autre fils, Olivier, parvient à survivre avec sa mère Jeanne. Ils seront tous 2 secourus par des pêcheurs qui passent par là. Alors, ce drame de la nature va renforcer, vous l'imaginez, la détermination de Jeanne. Jeanne de Clisson reprend désormais la mer et elle poursuit sa guerre sans merci. On la surnomme bientôt la Tigresse ou bien encore la Lionne de Bretagne. Les marins français tremblent toujours en voyant approcher une coque noire et des voiles rouges. Le nom de Jeanne va circuler dans toute l'Europe. Pour les uns, c'est une pirate sanguinaire et pour d'autres, une héroïne vengeresse. C'est en 1356, après plus d'une décennie de combat, que Jeanne va finir par déposer les armes. Jeanne vient d'épouser un chevalier anglais, Walter Bentley, et elle obtient des terres en Bretagne. Alors elle s'installe à nouveau, à Hennebont, retrouvant enfin la vie calme qu'elle menait auparavant, il y a longtemps. Jeanne meurt en 1359. Elle a 59 ans, ce qui est plutôt assez vieux pour l'époque. Son fils, Olivier V de Clisson, va poursuivre la lignée de la famille de Clisson et il va, en quelque sorte, restaurer l'honneur du nom des Clissons. Alors l'histoire de Jeanne de Clisson, elle a traversé les siècles. Il y a des manuscrits médiévaux qui existent autour de cette histoire, des poèmes sont racontés, des récits populaires citent Jeanne de Clisson. On la retrouve notamment dans le Bréviaire de Belleville, manuscrit qui est conservé encore aujourd'hui. Et dans plusieurs villes, des rues portent toujours le nom de Jeanne de Clisson. Elle reste dans la mémoire collective comme l'une des rares femmes du Moyen-Âge à avoir mené une guerre personnelle, une guerre implacable contre un roi et contre son royaume de France. Voilà pour cet épisode autour des mémoires de Jeanne de Clisson, de la grande voile rouge qu'on lui connaissait, de la belle coque noire de son navire, une femme au regard de feu, Jeanne de Clisson, surnommée la Lionne de Bretagne. Si cet épisode autour de la Lionne de Bretagne vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.